vous avez compris le résumé. Le résumé, c'est que d'un point de vue financier, il n'y a pas de solution. Alors à partir de là, à partir du moment où il n'y a pas de solution, parce que tout ça c'est gouverné par la démographie, et ceux d'entre nous dont moi je suis, qui ont travaillé un peu sur ces choses-là, on sait que la force de la démographie, c'est absolument imparable. Je vous donne un exemple. En 2001, on a eu un mouvement des gendarmes en France qui était causé par la démographie des effectifs de tableau d'avancement. Donc en gros, ça bloquait le pouvoir d'achat et les gens se sont révoltés. Donc c'est clairement ce qui nous menace, c'est la révolte. Alors du coup, la question qui se pose, ce qui se passe dans un certain nombre de pays dans le monde, et ça se passe en France, c'est qu'on a un gouvernement minoritaire. On a un cabinet minoritaire qui n'a que 20 ou 30% de la population derrière lui, grand maximum. Ces notions de cabinet minoritaire, c'est déjà arrivé. C'était le cas du cabinet de Bismarck. Bismarck n'a jamais eu de majorité. Jamais. Et ça s'est pas trop mal passé. Il a mis en place un régime de retraite. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ce à quoi pense le gouvernement actuel, mais il a fait ça. Et surtout, ça s'est fini de cabinet minoritaire en cabinet minoritaire. Ça s'est fini en 1933 par un cabinet majoritaire et ça s'est pas très bien fini. Alors, par rapport à ça, nous autres, les Français, on a une autre expérience qu'on a revécue l'année dernière sur les ronds-points, qui est l'expérience de 1789. Et moi, l'expérience de 1789, je me souviens qu'en 91, il y a un centriste libéral qui s'appelait Lafayette, qui a fait tirer sur la foule, d'extrême gauche. Donc c'était peut-être une excuse, mais il l'a fait. Et ensuite, il est parti, et il a été remplacé par le comité de salut public, qui n'a pas fait beaucoup mieux. Puis il a été remplacé par Napoléon, et ça s'est fini 18 juin 1815, à Waterloo, et c'était pas terrible, et il a fallu attendre 125 ans et un autre 18 juin pour que notre déclin s'achève temporairement, transitoirement. Alors, moi, avoir le choix entre Bismarck, Hitler, Napoléon et Lénine, ça m'enthousiasme pas des masses. Et je me demande s'il y a une autre solution, si quelqu'un est prêt à se sacrifier pour ça. Alors ça tombe bien. On a dans la salle quelqu'un qui a l'âge de Jésus quand il a été crucifié, donc c'est parfait. En plus, il s'est habillé en jaune fluo pour que le sniper qui lui tire dessus ne risque pas de tuer quelqu'un à côté, donc c'est vachement sympa. Et la question que moi je vais lui poser, elle est toute simple, c'est est-ce que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on peut encore sauver notre démocratie, et surtout comment ? Bonjour à tous, donc François Boulot, je suis avocat au barreau de Rouen et je suis porte-parole des Gilets jaunes à Rouen depuis le début du mois de décembre 2018. Avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, je voudrais quand même me rappeler que j'ai voté oui au traité européen constitutionnel en 2005 et j'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007. Donc vous voyez, à la base, je suis quand même voilà, je suis quelqu'un de raisonnable au départ. Je vous le dis parce que je considère a posteriori qu'à l'époque, j'étais dans le coma politique. Mais vous voyez, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu peu ou prou le même parcours que moi. Bon, il faut dire qu'en 2007, on avait quand même le choix entre Sarkozy et Royal. Hein, donc dans les deux cas, c'était perdant quand même. Alors, dans le mouvement des Gilets jaunes, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais ça commence par la taxe sur le carburant. Bon, très vite, je ne reviens pas sur la taxe sur le carburant et sur le fait que c'était un prétexte du gouvernement pour financer une partie du CICE. Mais on passe donc à la question fiscale, de l'injustice fiscale et d'une fiscalité qui, depuis plusieurs années, mais ça a été accentué par Emmanuel Macron, en fait, vise à favoriser la spéculation financière et non l'investissement dans l'économie productive. Et pourtant, les gouvernements successifs s'appliquent à chaque fois à nous expliquer que non, c'est pour favoriser l'investissement. Ils savent absolument qu'il n'en est rien. Alors, il y a en fait, sous le quinquennat Emmanuel Macron, et là pour 2019, il y a 30 milliards qui ont été dirigés vers les 1 ou les 0,1% les plus riches, vers les plus grandes entreprises et donc in fine vers les actionnaires de ces plus grandes entreprises, donc vers les 1 ou les 0,1% les plus riches, via l'ISF, le CICE, la flat tax, l'exit tax, et maintenant il y a même eu donc, la réforme de l'impôt sur les sociétés qui, pour partie évidemment, bénéficie aux grandes entreprises. Bon, moi ma logique elle est simple, c'est de dire écoutez, les grandes entreprises, ça fait, sur les 10 dernières années, elles ont supprimé 150 000 emplois en France, elles en ont créé 230 000 à l'étranger.
Bon. Elles ont distribué en 2018 57 milliards de dividendes, ce qui est le record d'Europe. Nous sommes, la France, le record d'Europe. Bon, peut-être que ce n'est pas vers elles qu'il faut diriger en priorité les aides fiscales. Et peut-être qu'on pourrait plutôt essayer de les concentrer sur les PME, ce qui permettrait, de dégager pour ces entreprises des marges supplémentaires parce que la situation est extrêmement tendue, notamment sur les trésoreries des entreprises. Et puis également, peut-être, ça permettrait aussi d'augmenter un peu les salaires, donc de relancer la consommation. Mais on ne fera pas une augmentation de salaire sans aider les PME qui ne peuvent pas supporter ces augmentations de salaire. Bon. Alors, il y a la question du CICE qui pourrait être réservé donc aux PME. Aujourd'hui, en 2019, le CICE, c'est 40 milliards d'euros. Mais il y a 20 milliards qui sont captés par les plus grandes entreprises. On pourrait les réserver aux TPE, PME. Ça me paraîtrait plus intelligent. Bon, j'ai jamais eu d'argument contraire qui m'ait été opposé en face. J'ai même des députés En Marche sur des émissions de radio ou de télé qui me disaient « Ah oui, c'est une super idée, vous devriez rentrer dans la majorité, Emmanuel Macron, il va le faire, etc. » Je lui dis « À mon avis, c'est vous qui vous êtes trompé de camp. » On parle de camp. Aujourd'hui, c'est le préfet de Paris qui nous a dit qu'il y avait un camp ou un autre. Et a priori, on n'est pas dans le même. Sur l'ISF, alors là, c'est absolument génial parce que bon, il a transformé l'ISF en IFI. Concrètement, il a dit avant, le patrimoine immobilier était imposé, était soumis à l'assiette de l'ISF. Maintenant, on a sorti tout le patrimoine mobilier, c'est-à-dire l'épargne, les actions, et on n'impose plus que le patrimoine immobilier. Alors, schématiquement, on sait qu'on va dire les petits riches ont plutôt un patrimoine immobilier, et les très très gros riches, eux, ils ont un patrimoine mobilier. Donc on a exonéré les ultra-riches, mais on a laissé les riches de province et les petits riches, eux, soumis à l'assiette de l'ISF. Bon. Sauf que cette réforme, mécaniquement, elle ne peut qu'entraîner une chute des investissements, puisque avant, vous aviez une exonération à hauteur de 50% pour toutes les sommes qui s'investissaient dans le capital des PME. Donc quand vous aviez un patrimoine, mobilier ou immobilier, peu importe, vous aviez tout intérêt à aller investir dans les PME pour bénéficier de l'exonération. Aujourd'hui, de fait, tous ceux qui détiennent de l'épargne et des actions sont exonérés, n'ont pas besoin d'investir. Ce qui veut dire que mécaniquement, vous avez moins d'investissement dans les PME et puis vous avez moins de dons aux associations également. Il y a eu un rapport, comme c'est le cas annuellement par la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui est sorti au mois de juillet dernier et qui a indiqué qu'effectivement, comme par hasard, il y avait eu 70% de chute des investissements dans les PME. Bon, dis donc, c'est étonnant. Moi, à chaque fois sur les plateaux, les députés, les REM me disent « Non, mais on va évaluer. » Je leur dis « Non, mais c'est fait, en fait. Il n'y a pas besoin d'évaluer. C'est mécaniquement. Si vous exonérez quelqu'un sans qu'il ait besoin d'investir, vous n'allez pas favoriser les investissements. » Donc voilà l'hypocrisie de cette réforme. Et il y a eu un cache investigation qui a été diffusé avant-hier sur France 2. Élise Lucet, elle a demandé à Darmanin, elle a posé précisément cette question. Elle a dit « Mais attendez, pourquoi au moins vous ne conditionnez pas l'exonération au fait que ça s'investisse ?» Ah oui. Bon, on va attendre quand même, on va attendre 2021. Et puis de toute façon, c'est les Français qui jugeront en 2022 dans le cadre de l'élection présidentielle. Bon, vous voyez, on gagne du temps, mais en attendant, on aura donné tous les cadeaux qu'on pouvait aux plus riches de ce pays. Au final, quand vous donnez ça donc, à ces grandes entreprises, ça fait plus de dividendes pour les actionnaires. Alors, petite précision, j'ai appris quelque chose dans le cache investigation, là c'est génial. Et ça révèle, je dirais, l'escroquerie et la filouterie de nos gouvernants. Le CICE, dans la loi, on vous dit « Attention, c'est pour le recrutement, la formation, la compétitivité, tout ce que vous voulez, mais surtout, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour augmenter les dividendes ou augmenter la rémunération des dirigeants. » A priori, le garde-fou est là pour qu'effectivement ce que je suis en train de dénoncer depuis le début ne se produise pas. Sauf qu'en fait, il y a une note de la DGFiP qui vient dire aux contrôleurs fiscaux vous ne pourrez pas procéder à un redressement au motif que le CICE a été utilisé pour une augmentation de dividendes ou l'augmentation de la rémunération des dirigeants. D'accord. Donc Élise Lucet, fort de ça, elle va voir François Hollande, puisque c'est lui qui est à l'origine du dispositif. Puis elle attire son attention là-dessus quand même. Il y a un petit problème parce que les contrôleurs fiscaux, ils ne peuvent pas en gros faire respecter la loi. Il dit « Ah oui, mais ça c'était clair, hein. On contrôle, mais on ne sanctionne pas. » D'accord. Si vous voulez,
la loi, en fait, quand elle n'a pas d'effet coercitif, c'est même pas la peine de la promulguer, en fait. Vous pouvez vous arrêter là. La loi n'a d'effet que par son effet de sanction. Donc, si vous voulez, on a là un tour de passe-passe qui permettait de dire « Ah, mais vous inquiétez pas, on a mis les garde-fous pour l'utilisation du CICE », mais en réalité, ils savaient très bien à quoi ça allait servir et ils avaient préparé les moyens pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une augmentation des dividendes qui sont distribués. Et quand vous avez une augmentation des dividendes, pour les actionnaires de ces grandes entreprises, on parle de personnes qui peuvent gagner 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, 10 millions d'euros par mois. Que font-ils de leur argent? Ils ne l'investissent pas parce qu'ils ont plus de rendement dans la sphère financière que dans l'investissement justement de l'économie réelle. Vous voyez, quand vous avez de l'argent, c'est logique, c'est le comportement d'un acteur individuel, il recherche le profit. Et c'est la logique. Bon. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il a quand même envie de gagner le maximum possible avec le moins de risques possible. C'est humain. Et donc, vous avez en réalité des personnes qui ne vont pas investir dans l'économie. Et quand vous analysez les opérations financières, il y a une chose très simple, c'est que vous avez ce qu'on appelle le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché primaire, c'est les opérations de création d'actions. C'est-à-dire que soit vous avez une création d'entreprise, soit vous avez une augmentation de capital. Dans les deux cas, vous créez des actions. Ça veut dire que j'achète des actions et mon achat, la valeur de mon achat, vient financer effectivement l'entreprise. Très bien, là, il y a un financement. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le marché secondaire. Et là, c'est l'aspect purement spéculatif. C'est A qui achète à B les actions de Trucmuche. Bon. Pour l'entreprise, l'effet de financement, il est zéro. C'est juste qu'il y avait A qui détenait les actions hier, puis aujourd'hui, c'est B. Mais l'effet d'investissement a déjà été consommé au moment de la création de l'action. Les transactions dans la sphère financière, c'est plus de 97% aujourd'hui qui se font sur le marché secondaire. En fait, quand on vous dit que la finance sert l'économie productive, c'est faux. Ça n'est pas vrai. Donc, vous avez une fiscalité qui, in fine, dirige donc beaucoup d'argent, 30 à 40 milliards d'euros en 2019, vers la spéculation et non pas l'investissement. Et après, on s'étonne qu'effectivement, la croissance est extrêmement faible, qu'on ne relance pas l'économie, que le marché de l'emploi est toujours aussi catastrophique. Ce que révèle du coup le document, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi sur le crédit impôt recherche, une absence de contrôle total, ça coûte 6,5 milliards par an, et vous avez même des gens qui en fait sont payés, mais sont des chercheurs en principe, doivent travailler avec les entreprises, mais les entreprises en fait n'en ont absolument rien à faire, c'est pas la recherche qui les importe, en tout cas ils n'ont pas envie de travailler avec les chercheurs qui sont mis à disposition par l'État. Ils veulent juste bénéficier du crédit d'impôt, mais pour pouvoir en bénéficier, le chercheur en fait il fait des faux rapports. Vous avez un témoignage dans Cash Investigation qui explique oui, moi je fais des rapports bidons toute l'année pour que le crédit d'impôt recherche tombe. Et évidemment, le contrôleur fiscal, lui, il ne connaît rien. Si c'est de la recherche dans la médecine ou dans l'automobile, il n'a pas les compétences techniques pour apprécier s'il s'agit de recherche sérieuse ou pas. Donc voilà l'état global, on va dire, de la fiscalité sur les points importants. Et on voit donc qu'il y a petite collusion d'intérêts qui n'a cessé de grandir d'année en année. Emmanuel Macron, il est quand même arrivé au pouvoir avec le bénéfice d'un petit vent dans le dos médiatique. Il a créé ses réseaux pendant des années. Et aujourd'hui, le constat, quand on voit notamment l'interview de François Hollande par Élise Lucet ou de Gérald Darmanin par Élise Lucet, c'est qu'ils ne sont pas capables de répondre aux arguments rationnels qui sont avancés. Ces gens-là ne poursuivent plus l'intérêt général. Ça ne les concerne plus. Ils servent des intérêts particuliers. C'est absolument clair. Et c'est la raison pour laquelle, dans le mouvement, assez rapidement, des Gilets jaunes, on s'est dit, écoutez, on va peut-être faire le référendum d'initiative citoyenne. L'idée n'est pas de passer à une démocratie directe, absolue, on va faire des référendums tous les 4 matins pour aller réformer le code de l'urbanisme. Ce n'est pas le sujet. Le but, c'est de pouvoir intervenir à des moments où on considère que là, c'est des questions essentielles, et non, là, manifestement, ce n'est pas l'intérêt général. Par exemple, privatiser l'aéroport de Paris. Vous voyez, quand on a l'expérience de la privatisation des autoroutes, on se dit que c'est peut-être pas ni la priorité, ni très pertinent
au niveau de la gestion de notre patrimoine public. Alors l'argument qui est régulièrement opposé, c'est de nous dire « mais attendez, vous vous rendez compte, le peuple n'est pas formé, il n'est pas éduqué, etc. » Bon, c'est vrai, je veux dire, la question peut se poser, on peut en débattre, mais franchement, vu ce que vous avez fait depuis 40 ans, a priori, on ne pourra pas faire pire que vous. Et au moins, on aura le garde-fou pour vous mettre dehors quand, manifestement, vous prenez des décisions qui sont contraires à l'intérêt général. Bon. Ensuite, je veux attirer maintenant l'attention sur, de toute façon, ce qui fait blocage. Et tant que ce point-là ne sera pas résolu, vous ne pourrez pas faire une autre politique en matière économique. Jean-Claude Juncker, qui était il y a encore récemment le président de la Commission européenne, nous a dit en 2015 il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. Curieuse façon de voir la démocratie. La définition de la démocratie, au-delà du fait que c'est la majorité qui s'impose à la minorité, c'est quand même la possibilité de rediscuter de tout le temps, en toutes circonstances. Et donc, en fonction du vote, on redirige la politique. Sauf que là, de toute façon, vous avez les traités européens. Et dans le cadre des traités, vous ne pouvez pas mener une autre politique économique. Vous n'avez pas la maîtrise du budget, puisque nous sommes conditionnés à la règle des 3% du déficit public. Alors Olivier Delamarche, il vous disait, nos dirigeants, ils ont une vue à 5 ans. Ben non, même pas, ils ont une vue à 1 an. Ils ont une vue à 1 an, puisque chaque année, le budget, il ne doit pas dépasser 3% du PIB. Le déficit ne doit pas dépasser 3% du PIB. Bon. Donc on gouverne un État avec une vue à 1 an. Quand on est une entreprise, a priori, on fait des business plans sur 5-10 ans, on a des stratégies industrielles, des stratégies économiques, et donc parfois ça nécessite au départ de faire un investissement lourd qui peut grever le budget effectivement de l'entreprise, là en l'occurrence ce serait l'État, peut-être faire 4 ou 5% de déficit, si c'est pour relancer la machine, relancer l'économie, relancer l'emploi, et qu'ensuite à 10 ans je revienne à l'équilibre et je sois même excédentaire, c'est une stratégie. Ce qui compte à un moment donné, c'est de créer de la valeur ajoutée, c'est de performance sur le niveau technologique, au niveau industriel. Si vous créez de la valeur, alors c'est comme ça qu'effectivement vous arrivez à vous distinguer dans la concurrence mondiale. Et l'État, il doit pouvoir avoir un effet d'entraînement. Toutes les grandes réalisations qui ont été faites, elles datent quand même pour beaucoup de la présidence de Gaulle, et il a entraîné quand même un certain nombre de domaines dans lesquels on a réussi à construire des projets qui ont pu permettre de devenir parmi les leaders mondiaux. Donc cette règle des 3% de déficit, elle est absurde, on y est soumis. D'ailleurs Macron, il vient de déclarer dans The Economist qu'effectivement peut-être cette règle, elle posait quand même un peu problème. Bon, le problème c'est qu'avec Emmanuel Macron, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a souvent un monde d'écart. Ensuite vous avez les règles de fonctionnement de l'euro. Ça ne peut pas fonctionner. Tous les économistes sérieux vous le disent, ça ne peut pas marcher l'euro. Tout simplement parce que vous faites une espèce de moyenne entre des économies qui sont extrêmement différentes. Et donc l'euro a pénalisé la France, a pénalisé l'Italie et favorise l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord. Il y a un institut à Fribourg qui a apprécié, qui a calculé que l'euro, a priori, pour chaque Français, depuis son instauration, ça aurait coûté 55 000 euros par Français. Voilà le coût de l'euro pour la France, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez d'autres solutions pour essayer d'être compétitif que de baisser les salaires. Mais le problème, quand vous baissez les salaires, à un moment donné, vous avez les gilets jaunes. Donc vous voyez, c'est la limite en fait de la marge qui vous est donnée. Donc l'euro ne peut pas fonctionner. Il faudrait qu'en fait, pour aller très vite, que l'Allemagne paye pour les autres. Pas de chance, elle ne veut pas. Quand je dis ça, c'est que les États-Unis, vous voyez, vous avez des États qui ont des niveaux économiques, de performance économique différents. Entre l'Alabama d'un côté et la Californie, c'est pas la même chose. Mais la Californie, elle paye pour l'Alabama. Bon. Et ben, l'Allemagne devrait payer pour les économies qui sont moins fortes, puisqu'elle bénéficie, elle, d'un euro qui est plus ajusté à son économie. Une valeur de l'euro qui est plus ajustée à son économie. Elle ne veut pas. Bon. Et puis vous avez le libre-échange. Alors on vous dit c'est super, le libre-échange, c'est la liberté, c'est génial, on a tous envie de liberté. Mais bon, ça veut dire qu'en fait, nous on est les bisounours, vous avez les États-Unis et la Chine qui font du protectionnisme, qui défendent leur industrie, qui se défendent sur le plan économique. On a même les États-Unis qui viennent nous piller Alstom en mettant un cadre dirigeant en prison pour faire pression et permettre le rachat donc, de Alstom par General Electric. Bref, vous avez des gens là qui montrent les dents en permanence. Et nous, on est ouvert aux 4 vents. Pas de droit de douane, et c'est génial, c'est la libre concurrence.
libre et non faussée. Mais la concurrence, elle est totalement faussée dès lors que vous créez un marché unique avec des pays qui ont des niveaux de développement économique tout à fait divergents. Et donc, vous assistez à l'absurdité des grandes entreprises qui, depuis des années et des années, délocalisent dans les pays où vous avez des salaires évidemment 5 à 10 fois inférieurs. Et via la directive travailleurs détachés, vous avez ces travailleurs des pays de l'Est qui, eux, viennent dans nos pays développés parce qu'ils vont payer un niveau de cotisation sociale dans leur pays d'origine et non pas dans le pays où ils travaillent. Bon. Donc, vous avez une situation là qui est totalement absurde. Emmanuel Macron, il l'a fait ce diagnostic. Un jour, j'avais du temps à perdre, j'ai lu son livre. Révolution. Il a fait le diagnostic que je fais là. Il l'a. Mais alors, il avait une stratégie. Sa stratégie, c'était de dire, en fait, la construction européenne est bloquée depuis 15 ou 20 ans. Elle est bloquée parce que l'Allemagne n'a plus confiance en nous. Donc, il va falloir faire les réformes structurelles qui nous sont demandées par l'Allemagne. Alors, réforme structurelle, c'est politique d'austérité, donc rigueur budgétaire, privatisation, flexibilisation du code du travail, etc., etc. Bon, on va faire ça. Et du coup, on va redonner confiance à l'Allemagne. Et en contrepartie, elle acceptera de relancer la construction européenne. Donc, on va faire un budget de la zone euro, c'est-à-dire que l'Allemagne va accepter de payer pour compenser le problème d'écart sur l'euro. Elle va accepter un protectionnisme au niveau européen. Et on va aussi revenir sur la directive travailleurs détachés. Bon, Emmanuel Macron, c'est bon, il les a faites, les réformes structurelles, depuis qu'il est arrivé. Que lui a dit l'Allemagne? Nein. Nein et nein. Donc maintenant, il faut prendre acte. On l'a tenté, votre stratégie, de caresser l'Allemagne dans le sens du poil, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, il va peut-être falloir montrer les crocs. Et donc ça veut dire que, oui, il va falloir opérer une rupture politique avec ces traités européens et dire une bonne fois pour toutes à l'Allemagne, écoutez, ça suffit, nous, on ne peut plus respecter ces règles parce qu'on a les gilets jaunes et que les gens, ils ne veulent plus de votre austérité. C'est terminé. Avec nous, il y a l'Italie qui aura un intérêt à venir avec nous, il y aura le Portugal, il y aura l'Espagne, il y aura la Grèce. Il y a d'autres pays qui, évidemment, ont aussi intérêt, comme nous, à voir changer ces règles. Et donc, on ne pourra pas attendre un changement de l'intérieur. Ça fait 40 ans, si vous reprenez tous les politiques, qui nous expliquent « Non, on va construire l'Europe sociale, l'Europe sociale, l'Europe sociale ». Bon, mais elle n'arrive absolument jamais. Et on en est aujourd'hui à une situation où vous avez la montée des partis nationalistes d'extrême droite dans un certain nombre de pays de l'Est, où vous avez le Brexit, où en France vous avez les gilets jaunes, autant de caractérisations institutionnelles ou non, qui démontrent que les peuples sont en colère, les peuples se révoltent et que donc l'Union européenne, de toute façon, si on continue dans cette direction, elle va dans le mur et elle va imploser. Si vous voulez, elle est gravement malade, donc il faut pratiquer l'opération, sinon elle va mourir. Donc pratiquons l'opération et allons-y. Et le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui se soumettent à l'Allemagne et ont abandonné l'idée de diriger la France. Ça fait des années que la France n'est plus dirigée, elle est administrée. On a des comptables. Ils nous disent oui, on va mettre un point de plus de CSG ici, on va réduire 5 € d'APL là, etc. Bon, c'est pas comme ça que vous menez une politique économique à l'échelle d'un pays. Donc, il va falloir effectivement opérer cette rupture politique. Ce mouvement qu'on voit en Europe, on le voit actuellement effectivement dans le monde, dans un certain nombre de pays. Au Chili, en Équateur, au Liban, enfin bref, je ne vais pas reprendre, ça a été indiqué. Ce à quoi on assiste en fait, c'est aux effets du néolibéralisme, c'est-à-dire à la dérégulation. Donc parmi la dérégulation, il y a le libre-échange dont je viens de parler, et in fine à un système qui entraîne une explosion des inégalités. Derrière l'explosion des inégalités, c'est une toute petite partie de la population, 1 ou 0,1%, qui capte de plus en plus de richesses au détriment des autres. Et aujourd'hui, ça avait touché les classes moyennes il y a quelques années déjà, mais maintenant c'est les classes populaires, pardon. Mais maintenant, ça touche également les classes moyennes. C'est-à-dire que quand on vous explique qu'en France, on vit quand même mieux que dans d'autres pays, oui, bien sûr, c'est vrai. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, ce n'est pas la pauvreté en valeur absolue. Le problème, c'est la dynamique. Le problème, c'est l'appauvrissement. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vivaient mieux, les classes moyennes, il y a 10 ans qu'aujourd'hui, évidemment qu'au bout d'un moment, elles se révoltent et elles se mettent à dire non, ça suffit. Et elles protestent. Parce que elles voient bien qu'elles vivent moins bien et du coup elles s'inquiètent aussi pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et c'est ce à quoi on assiste dans un certain nombre de pays dans le monde. Et donc je voudrais finir là-dessus, c'est qu'en fait on vit le retour de la lutte des classes
Alors pas la lutte des classes au sens traditionnel, salariat contre patronat, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, on va dire, les 99% contre les 1%. Moi, je mets ensemble les salariés, les artisans, les commerçants, les chefs de petites et moyennes entreprises, etc., contre véritablement les multinationales, les actionnaires des multinationales, ceux qui véritablement se gavent depuis des années et des années. Et Warren Buffett qui nous avait dit, mais en fait oui, la lutte des classes existe, bien sûr, mais c'est la nôtre qui est en train de la gagner. Bon. Le problème, c'est que quand c'est eux qui la gagnent, à un moment donné, les peuples donc se révoltent. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et je voudrais terminer sur une note un peu optimiste, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, on a eu dans le pays 25 éborgnés, encore un le week-end dernier, 5 mutilés. Au Chili, on a tiré à balles réelles sur les manifestants, il y a eu 200 éborgnés. La réponse en fait des pouvoirs aujourd'hui, c'est une dérive autoritaire, c'est de répondre uniquement par la force. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à créer l'alternative politique positive pour changer la dynamique et réduire les inégalités et permettre à tout le monde de vivre dignement de son travail, de s'en sortir, qui est à nouveau une véritable méritocratie, ce qui n'est plus le cas, on va avoir assisté à une restriction de plus en plus forte des libertés. Ce que je dis là, François Sureau, qui est un de mes confrères, qui est un soutien d'origine d'Emmanuel Macron, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Sans la liberté » et lui-même explique que la liberté est morte dans notre pays. Alors, on peut trouver peut-être ça exagéré, n'empêche qu'il observe qu'il est allé à une manifestation et qu'il a vu des policiers qui étaient équipés de fusils mitrailleurs, équipés de balles réelles, qui sont des armes de guerre, véritablement. Donc, quelle autre intention que d'essayer d'intimider sa propre population? Vous avez eu une dérive autoritaire incroyable et si on continue dans ces politiques-là, on va véritablement vers le chaos. Voilà. On n'y est pas encore. On peut avoir un aperçu si vous regardez les images de ce qui s'est passé place d'Italie, qui est une vraie guérilla. Alors ça va, c'est sur un rond-point. Pour l'instant, c'est encore sur un rond-point. Au mois de décembre 2018, c'était sur les Champs-Élysées ou dans cette zone-là. Mais si on poursuit, de plus en plus de gens vont se révolter parce que ce système conduit mécaniquement à appauvrir de plus en plus de monde. Et comme vous avez des gouvernants qui aggravent encore les causes, ça va produire les mêmes effets et des effets de plus en plus dévastateurs. Et vous allez avoir une réponse de plus en plus sécuritaire. Donc je pense véritablement qu'il est temps de gagner, de trouver l'alternative positive. Et pour moi, ça commence à court terme avec la grève du 5 décembre. À la base, moi, je ne suis pas un syndicaliste, je n'ai jamais été militant, etc. Mais bon, il faut leur dire maintenant, ça suffit, on arrête le massacre, votre réforme des retraites. Ah oui, elle est égalitaire. Ah, c'est vrai, cette fois-ci, ils ont raison. Elle est égalitaire, tout le monde s'appauvrit. Hein, au moins, personne n'a de raison cette fois-ci de dire que l'un est plus avantagé que l'autre. Enfin, tout le monde s'appauvrit. Sauf les députés et les sénateurs. Hein. Évidemment, le régime spécial, on ne va pas y toucher. Le 5 décembre, à mon avis, on a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, et on doit pousser là-dessus. Au moins, juste pour dire, bon, ça suffit. On arrête là. Pas de réforme des retraites qui va appauvrir tout le monde. On arrête peut-être les privatisations. On veut privatiser aussi les barrages hydrauliques tant qu'on y est. Hein. C'est 10% de la production d'électricité dans notre pays. Et en plus, c'est un moyen qui est tout à fait écologique, ça, pour le coup. Bon, donc on arrête peut-être de brader la France, on arrête de casser tout l'héritage du Conseil national de la résistance sur le régime des retraites, la sécurité sociale, etc. Et ensuite, on verra s'organiser effectivement pour 2022, parce qu'une fois que vous avez brisé le quinquennat et stoppé la marche des réformes, bon, c'est bien, vous avez arrêté le massacre, mais vous n'avez toujours pas changé la politique. Et effectivement, il faudra travailler ensuite pour 2022. Mais là, écoutez, moi, le constat que je fais pour 2022, et je conclus, c'est que pour l'instant, on est bloqué dans Macron-Le Pen. On voit tous que c'est le duel qui nous est annoncé. Eh bien, il va falloir travailler à ce qu'il y ait une autre force électorale qui émerge. Sur le plan idéologique, il y a un boulevard. C'est extrêmement simple. Je pense qu'il y a 3/4 des gens qui ne veulent ni de Macron ni de Le Pen. Donc on peut arriver à créer un rassemblement extrêmement large. Qui pour le porter? Manifestement, De Gaulle est mort, donc on n'a personne.
on n'a personne d'identifié dans l'opinion publique comme étant un recours crédible, etc. Et ben dans l'intervalle, on fait ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on essaie déjà de se mettre d'accord sur les idées, de se politiser, d'arriver à trouver tous les points d'accord qu'on peut avoir, qu'on soit de droite ou de gauche, originellement. Et puis à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui émergera de tout ça pour porter des idées avec lesquelles je pense aujourd'hui 3/4 des Français, en fait, avec lesquels 3/4 des Français seraient d'accord. Voilà, je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller.